Merci. Voilà. Ben, maintenant, on va passer à une autre présentation, un peu différente, mais moi je considère qu'on peut vraiment apprendre de tous les domaines et je suis de nature très curieuse, donc on va accueillir monsieur Stéphane Dufour, qui viendra nous parler de la transition numérique dans l'industrie du bâtiment. Merci Stéphane. Je prends le micro. Avec le micro, avec Je le... peux zapper avec. Ça, ouais, apparemment, ça doit Je fais ça. Ah, ok, super. Bonjour ou rebonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? Je peux enlever mon micro? Je peux postillonner sur le micro. Donc bonjour à tous ou rebonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, j'ai pas regardé un petit peu tout ce que vous avez pu voir ce matin ou même hier. Moi, je vais vous parler du monde du bâtiment et de la transition numérique dans cette industrie que je côtoie depuis une vingtaine d'années. Et donc du coup, au travers de mon parcours, je vais vous expliquer un petit peu les évolutions successives qui se sont enchaînées les unes après les autres. Alors d'abord, oui, je me présente, je m'appelle Stéphane Dufour, je suis responsable du service BIM chez Bureau Veritas. Déjà, qui a déjà entendu parler de BIM dans la salle? Waouh, super, bon je m'en vais. Non, non, mais on a entendu parler. Bon, on va pas forcément aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, juste vous expliquer dans quel monde numérique on se situe par rapport aux industries que vous connaissez peut-être un peu mieux. Et donc du coup aujourd'hui je représente Bureau Veritas Construction, qui est un organisme de contrôle, un tiers de confiance, qui va sur les chantiers de conception et de construction attester que la réglementation est correctement respectée. Donc on a des contrôleurs techniques qui viennent sur les chantiers et on a aussi des contrôleurs techniques qui donnent des avis sur des plans de conception ou des notes de calcul sur des projets de construction. Aujourd'hui, Bureau Veritas dans le monde, c'est à peu près 78 000 personnes. Je crois qu'on fait à peu près 5 milliards de chiffre d'affaires et on est présent sur 140 pays dans le monde. Donc c'est une très grosse structure qui est leader de son marché. Quand on parle de marché, Bureau Veritas, c'est le TIC, c'est le test, l'inspection et le contrôle. Voilà, on est évidemment présent dans beaucoup d'autres filières, la marine, l'offshore, l'agro, etc., etc. Bon, je vais passer. Et évidemment, on est aussi une société qui innove, qui est en veille permanente sur tout ce qui peut se passer, tout comme vous, j'imagine. Et donc, du coup, on a souvent, au grand désarroi de mon chef, besoin de dépoussiérer un petit peu l'image du bureau de contrôle, parce qu'aujourd'hui, le bureau de contrôle, c'est quelqu'un qui va émettre des avis défavorables sur des plans en papier au fond de son bureau. Aujourd'hui, on est passé à l'ère du numérique depuis plusieurs années même, puisqu'on est en 100% dématérialisé. Aujourd'hui, les plans papier, on n'accepte plus. On est en PDF 100%. Et on est en capacité de viser des plans en PDF. Mais aussi, on verra aussi tout à l'heure, enfin, ou au travers des tables rondes qu'on pourra faire après, on est aussi capable d'apporter des avis techniques directement sur les modèles 3D de conception de nos projets. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous le disais, de mon parcours professionnel au travers de cette industrie et cette évolution que j'ai subie au gré de ces quelques dizaines d'années qui me précèdent. J'ai trouvé cette image assez parlante et je m'en suis servi comme de fil conducteur finalement sur tout le reste de ma présentation pour vous parler un petit peu de mon parcours. Donc l'an 1 que j'ai appelé l'an 1, le bâtiment 1.0, on verra de quoi ça parle. Ensuite, on va passer au bâtiment 2.0, tout ce qui est CAO, DAO, donc la conception assistée par ordinateur, pour ensuite passer sur la partie BIM, qui est aujourd'hui une tâche à 100% pour ma part en tout cas, pour la société pour laquelle je travaille et les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Et enfin, on essaiera de se projeter sur le bâtiment 4.0 avec un peu de big data, d'intelligence artificielle, des choses qui commencent à poindre le bout de leur nez dans le monde du bâtiment. Donc, vous avez peut-être, si vous connaissez un petit peu le monde du bâtiment et même de l'industrie, vous avez certainement vu ce type d'image, voire même vu en vrai ce type de travaux. Enfin, peut-être pas à ce niveau-là quand même, parce que là, on est quand même il y a longtemps. Mais en tout cas, voilà, au début de ma carrière, alors
en 98, lorsque je suis sorti de mes études, j'avais des cours de dessin. Donc j'ai fait des dessins industriels et du dessin en bâtiment. Et donc du coup, je faisais du rotring sur des calques. Et je suis sorti en 98 de mes études avec cette idée que j'allais faire de la conception sur du calque. Chose que j'ai faite pendant quelques mois, années, parce qu'il a fallu gratter quelques calques, évidemment, sur les projets qui s'étaient déjà déroulés en calque. Et donc du coup, au début de ma carrière, j'ai eu à gratter et à faire un petit peu de scriber, pour ceux qui connaissent un peu, pour écrire proprement sur les calques. Et donc du coup, et puis pour ceux aussi qui ont connu la bonne odeur d'ammoniac, lorsqu'on reproduisait les plans sur papier. Donc du coup, cette ère est maintenant heureusement révolue. Il y a eu quelques changements qui ont été nécessaires, non sans mal. Et c'est aujourd'hui, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est aujourd'hui un petit peu le même cas, puisque aujourd'hui, bon, je vais pas avancer sur ma présentation, mais voilà, on a vécu une première transition entre cette période-là et celle qui suit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, on est passé de la planche à dessin à la conception assistée par ordinateur. Et donc du coup, il a fallu adopter de nouvelles façons de travailler, de nouveaux outils, et du coup, former les gens, accompagner les gens. Dans une certaine mesure, mais on va y revenir, un peu moins importante que maintenant, puisque ça implique un petit peu moins de changements. Ça a impliqué un petit peu moins de changements à l'époque, et je dirais même encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la CAO-DAO, pour faire simple, si vous voulez, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire non plus les plans, enfin toujours les plans sur papier, mais de les concevoir sur ordinateur. Et ça va être un ensemble de traits finalement que vous allez pouvoir assembler pour pouvoir avoir une représentation graphique d'un bâtiment ou, comme on le voit sur l'image, d'une horloge ou d'un moteur d'avion. Donc cette ère est je dirais malheureusement encore d'actualité, puisque la CAO-DAO représente aujourd'hui une très grande partie des méthodes de conception dans le monde du bâtiment. Mais ça implique différents freins, enfin inconvénients qu'on va évoquer aujourd'hui, enfin, dans ce slide-là. Aujourd'hui, si vous regardez ce slide-là, vous avez donc un ensemble de traits, donc on est dans la conception 2D. Et cet ensemble de traits-là, finalement, autant qu'on est ici dans cette salle-là, on va pouvoir avoir une interprétation de cet ensemble de traits qui va pouvoir être différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans sont soumis à l'interprétation humaine. Et donc du coup, les plans, aujourd'hui, dans le monde de la construction, peuvent être interprétés en fonction de certains acteurs de façon différente. C'est ce qui implique souvent des erreurs sur les chantiers, des retards sur nos chantiers et des surcoûts sur nos chantiers. Il y a ce problème qui est lié à cette compréhension humaine qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que désorganisé, parce que pas de communication, parce que pas de collaboration. Et donc du coup, quand on connaît un petit peu le monde du bâtiment et même de l'industrie, que vous connaissez peut-être un peu mieux que le bâtiment, il y a tout un tas de documents qui régissent une phase de conception, que ce soit un bâtiment ou un équipement, peu importe lequel soit-il. On a des pièces descriptives, des plans, des coupes, des façades, des notes de calcul, des chiffrages, des quantités. Tous ces documents-là sont autant de documents qui sont généralement gérés par différentes personnes. D'où la nécessité de collaborer, d'avoir des outils ou des méthodes, des processus qui permettent de collaborer de façon à ce que vous allez voir. Alors, je vous montre ici, mais ici, vous voyez, on peut imaginer que l'architecte ou que le bureau d'études ajoute un élément pour que tous les autres documents qui sont liés à ce nouvel ajout soient mis à jour. Aujourd'hui, l'architecte ajoute un mur, il faut que je le décrive dans les pièces écrites, il faut que je le mette à jour sur les coupes, et il faut que j'en tienne compte dans mes notes de calcul et mes quantitatifs. Vous imaginez toute l'énergie qu'il faut dépenser pour dire, parce que bien souvent derrière chaque document il y a différentes personnes, toute l'énergie et toute la collaboration qu'il faut mettre en place pour que la bonne information soit reportée sur tous ces documents-là. Et aujourd'hui, c'est bien là le problème dans le monde du bâtiment et dans cet environnement CAO-DAO, c'est que aujourd'hui, cet ensemble de documents, cet ensemble de réglementations, puisque je fais partie d'un bureau de contrôle et donc je connais bien, toute cette réglementation, toutes ces contraintes finalement ne permettent pas, arriver sur le chantier, d'avoir des études qui se déroulent correctement, de la synthèse pour ceux qui connaissent, qui se déroule correctement. Et il y a toujours, on le sait bien, hein, dans le monde du bâtiment, il y a plein de films qui jouent sur ce sujet-là. C'est aujourd'hui, on vous livre le bâtiment, oui, mais avec combien de temps de retard, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'il y a un manque de rigueur de ce côté-là
que la CAO-DAO a atteint ses limites. A atteint ses limites à tel point qu'aujourd'hui, alors j'ai pris une courbe, c'est pas celle que je voulais chercher, mais bon, vous comprendrez avec mes explications. Aujourd'hui, l'industrie du bâtiment a perdu en productivité. Aujourd'hui, en comparaison avec le monde de l'agriculture, par exemple, en fait, je cherchais une courbe où on voyait bien les différents métiers, finalement. Mais comprenez bien qu'aujourd'hui, le monde du bâtiment est en train, au niveau de la productivité, de descendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit pour plus cher. Donc c'est quand même aberrant. Et pour vous dire, c'est que l'agriculture est devant nous en termes d'innovation. Enfin, quand je dis nous, devant le monde du bâtiment. Et donc du coup, on parlait de voyage tout à l'heure avec Cédine Skunt, le monde du voyage aussi a su se moderniser, se numériser, parce qu'aujourd'hui, les agences de voyage, plus personne n'envisage d'aller ouvrir une porte d'une agence de voyage pour partir en vacances cet été. Donc du coup, bon, il en reste encore, mais je vois encore des agences de voyage, mais de moins en moins, mais effectivement, ça commence à devenir de plus en plus rare. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le monde du bâtiment a un besoin vital de se moderniser, parce qu'aujourd'hui, on l'évoquera aussi un peu tout à l'heure, c'est que le monde de la construction va manquer progressivement de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, pour construire un bâtiment, il faut beaucoup de main-d'œuvre, et moins vous allez avoir de main-d'œuvre, plus ça va être compliqué de construire. D'où cette transition avec le bâtiment 3.0, et donc du coup l'avènement du numérique et du BIM, c'est qu'aujourd'hui, les méthodes de conception numérique en 3 dimensions explosent pour différentes raisons et pour différents avantages qu'on va comprendre tout de suite. Aujourd'hui, les puissances de calcul, les ordinateurs, tout ça augmente tous les 6 mois, tous les 1 an. Et donc du coup, certains logiciels se démocratisent et deviennent à la portée de tout le monde. Et donc du coup, tout le monde, aujourd'hui, est en capacité de modéliser avec des outils du commerce sur des ordinateurs lambda, bureautiques, sans problème. Pour bien vous compreniez, en fait, ce qu'on peut appeler une sorte de conception... alors moi, quand je fais des formations, je parle souvent de Lego. Imaginez-vous que c'est une maquette en Lego et que, pour chaque maquette, enfin comme pour chaque maquette, vous ayez des petites briques que vous assembliez. La conception BIM, c'est exactement la même chose, c'est ce qu'il faut se donner comme image, c'est que lorsque je vais décider de mettre une fenêtre, je vais prendre un objet fenêtre et je vais le mettre dans mon projet. Et à la différence d'une conception 2D où finalement le trait n'a aucune intelligence, ou ne vous apporte pas l'information suffisante, dans une conception 3D, en fait, quand vous cliquez sur une fenêtre, vous savez directement que c'est une fenêtre. Vous n'avez pas à vous dire que ces 3 traits-là peuvent être une porte. Aujourd'hui, je sais que ça, c'est pas une porte parce que le logiciel me le dit. Et ensuite, et juste peut-être pour ouvrir une petite parenthèse, c'est que les deux conceptions, c'est-à-dire 2D, 3D, sont faites en même temps. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on dessine en 2D et ensuite on remodélise en 3D. Aujourd'hui, c'est une seule et même opération. Lorsque je mets ma fenêtre, vous voyez, elle a une hauteur de 2,70 m. Et lorsque je me mets en vue 3D, j'ai vraiment mon bâtiment en 3D. Et donc du coup, cette façon de penser change radicalement le monde de la construction, puisque aujourd'hui, on a des objets intelligents, paramétriques, qui vous donnent tout un tas d'informations nativement, naturellement. Aujourd'hui, lorsque, encore une fois, je clique sur une fenêtre ou n'importe quel élément de mon projet, j'ai des dimensions, des caractéristiques, je sais que c'est de l'aluminium, je pourrais même avoir des coefficients thermiques pour faire mes simulations énergétiques. Et pour ceux qui connaissent en ce moment, il y a une réglementation thermique qui est en train de changer, la réglementation, la RE 2020, avec de plus en plus de notes de calcul qui nous est demandé, enfin qui est plutôt demandé au bureau de contrôle, enfin pas au bureau de contrôle mais au bureau d'études. Lorsqu'on conçoit un bâtiment, il faut faire tout un tas de notes de calcul pour attester que le bâtiment est conforme d'un point de vue réglementaire par rapport à la thermique, par exemple. Donc on va reprendre nos documents qu'on a vus tout à l'heure, c'est exactement les mêmes. Aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, c'est que le BIM ne change pas les façons de travailler, elle apporte juste une nouvelle façon d'optimiser son temps, on va dire, grâce à de nouveaux outils. Par contre, les documents, il y a aussi la loi, la réglementation. Aujourd'hui, il y a des lois sur les marchés français qui sont ce qui est ce qu'il est, et du coup, on doit donner des CCTP, on doit donner des plans, et malheureusement, pour l'instant, dans la loi MOP, pour ne citer qu'elle, un bureau d'études doit fournir des plans PDF, parce que c'est ça qui fait foi réglementairement. La maquette numérique, et tout ce qui peut être numérique, pour le moment, n'est qu'à peine reconnu. Donc sur cet ensemble de documents-là, donc des pièces écrites, des plans, on les a vus tout à l'heure, des notes de calcul et des quantitatifs, aujourd'hui finalement, c'est la maquette numérique qui se retrouve au centre de tout ça, et à l'origine de tous ces documents-là.
C'est-à-dire que plutôt que d'avoir le petit train-train de l'information d'un document à l'autre et d'un acteur à l'autre, finalement l'information, elle transite toute par une maquette numérique. Chaque objet qui embarque de la donnée embarque une donnée qui est à jour, renseignée par la personne qui en a la charge. Et donc du coup, que vous soyez architecte, bureau d'études, structure, etc., vous allez pouvoir consulter dans la maquette numérique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail et les plateformes collaboratives et tout ça, mais si je clique sur un poteau, une fenêtre, je vais avoir l'information qui va être renseignée par le sachant finalement de l'opération. Et j'ai plus cet effort d'interprétation à avoir, puisque l'information, je l'ai directement au travers de la maquette numérique. Et donc du coup, de la même façon, lorsque je modifie le même mur ou le même élément, j'ai pu non plus à me dire, est-ce que c'est à jour dans l'ensemble de mes documents, puisque vu que tout transite par un seul et même environnement, on va dire, la maquette numérique, eh bien l'ensemble de mes documents est à jour automatiquement. C'est-à-dire que mes pièces descriptives, mes quantitatifs, mes notes de calcul, tout ça, j'ai pu à me soucier de les mettre à jour ou d'aller voir mon collaborateur pour lui dire de mettre à jour son chiffrage, mettre à jour sa simulation. Aujourd'hui, vu que tout passe par un seul et même endroit, j'ai pu à me soucier de tout ça. Donc vous imaginez un petit peu les gains de productivité, les erreurs évitées qui peuvent s'opérer dans ces méthodologies-là. Maintenant, aujourd'hui, en guise de conclusion de ce bâtiment 3.0, aujourd'hui, on est plus dans une compréhension machine. C'est-à-dire que, d'où le slide, aujourd'hui, les outils réfléchissent pour nous. Alors, c'est pas régressif, hein, c'est pas se dire aujourd'hui, on ne va plus avoir d'architecte ni de bureau d'études, mais c'est qu'aujourd'hui, les machines sont capables d'aller chercher les données qui vont permettre de simuler certains comportements. Et c'est là où l'intervention humaine arrive, c'est dans l'interprétation de ces résultats. Si on parle d'intelligence artificielle, de science de la donnée, aujourd'hui, c'est pas que ça va nous prendre notre travail, c'est qu'il y a certaines tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent être automatisées grâce à des algorithmes et grâce à des outils. Et puis, ça évite aussi les erreurs, puisque sur des millions de possibilités possibles, quand on conçoit un bâtiment, réduire les champs de possibilités sur 10, 15, 100 peut-être propositions, va faciliter et va éviter certaines erreurs qu'on aurait pu retrouver, et surtout un gain de temps qu'on aurait pu retrouver sur un autre chemin. Aujourd'hui, le BIM, c'est toujours pour moi la combinaison entre la 3D et la donnée. Aujourd'hui, BIM n'est pas égal à 3D. Il faut bien faire la différence, c'est qu'aujourd'hui, une maquette 3D, c'est pas une maquette BIM. On parle de maquette 3D et de processus BIM. C'est vraiment un ensemble de logiciels, d'outils, de méthodes BIM qui vont permettre de construire une représentation en 3 dimensions. Donc ne pas faire l'amalgame. Ce qui me permet de faire cette transition, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, on en est à un certain niveau. La maturité sur la modélisation 3D, ça on l'a, il n'y a pas de souci. Par contre, on a encore un gros problème sur l'enrichissement et la standardisation de ces données, qui pour l'instant encore a du mal. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard dans le monde de la construction et dans le monde du BIM. C'est ce qui freine un petit peu, si vous voulez, la démocratisation de certains usages et d'automatisme ensuite, lorsque on envisage de faire de l'exploitation maintenance ou du traitement de la donnée pour faire tout ce que je vous ai dit avant. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé d'attendre que la maturité des acteurs soit là pour nous-mêmes, en tant que bureau de contrôle, nous puissions avancer. On parlait d'innovation. Aujourd'hui, notre innovation, finalement, elle est freinée par un manque de maturité du secteur de la construction. Donc, bon, moi j'attends, hein, ça fait longtemps que j'attends, mais je suis pressé. Mais à un moment donné, quand tout sera standardisé, on pourra mettre des automatismes en place. Bon, des automatismes que vous connaissez certainement, mais à partir du moment où vous êtes en capacité de trouver toujours la même donnée au même endroit pour tous les projets qui existent sur la planète, bah, vous pouvez derrière mettre des algorithmes, même mettre des automatismes qui vous permettront ensuite de proposer d'autres services, une autre qualité de service ou d'autres options à vos marchés. Je voulais aussi parler de ça, puisqu'on en parlait tout à l'heure à table. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde de la construction, 95% des gens qui y travaillent, ce sont des très petites entreprises et des artisans. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore non plus à l'ère du numérique, ce qui peut occasionner certains freins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une maquette numérique, si vous vous attendez à avoir une couleur de carrelage ou une dimension de dalle de faux plafond, aujourd'hui, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre ces TPE, TPME et
et la maquette numérique, vous n'allez pas avoir cette information-là. Cette information-là ne va pas remonter. Et considérant qu'il y a à peu près, alors j'ai mis 95, mais je pense que c'est même plus, quand vous considérez ça, aujourd'hui il faut en tenir compte, puisque si vous êtes un donneur d'ordre, un maître d'ouvrage, il ne faut pas se dire je vais me faire une maquette numérique pour me faire plaisir, enfin pour mes propres besoins, ou à un moment donné, il faut savoir que la donnée que je vais souhaiter exploiter en tant que maître d'ouvrage, généralement, et je vais y venir juste après, d'ailleurs je vais y aller tout de suite, généralement les maîtres d'ouvrage sont souvent intéressés quand ils gagnent plein d'argent. Donc globalement, ça marche pour tout le monde, hein, quel est le ROI sur mon projet. Et aujourd'hui, quand on est un maître d'ouvrage intéressé à la gestion, exploitation, maintenance de son patrimoine, le BIM-GEM, on commence à avoir des petits dollars dans les yeux de ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, c'est-à-dire de la phase de programmation jusqu'à la déconstruction de ce bâtiment-là, alors il peut se passer une centaine d'années, hein, des fois, 75% du coût de ce bâtiment-là, sur l'ensemble de son cycle de vie, est dépensé en phase d'exploitation-maintenance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bâtiment de 25 millions d'euros, ce qui est déjà énorme, vous allez en dépenser 75 millions pendant les 50-100 ans à venir. Et donc du coup, quand un maître d'ouvrage est intéressé par la gestion de son patrimoine, c'est des arguments comme ça qui commencent à lui parler, et c'est pour ça que j'ai mis levier, parce que c'est souvent un moyen d'implémentation du BIM sur nos projets. Quand un bailleur social, un gestionnaire de patrimoine rechigne un peu à numériser ses méthodes, on lui donne tout de suite ces valeurs-là, qui permettent de l'intéresser et d'aller un peu plus loin dans la discussion. Pour aller plus loin dans la réflexion du big data, de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, pour faire le parallèle, tiens, j'ai un petit doublon, la CAO, bon, aujourd'hui la CAO, enfin, quand on est dans le BIM niveau 1.0, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez une équipe, des personnes qui vont s'atteler autour de plans pour pouvoir concevoir un bâtiment. Lorsqu'on est dans une conception numérique, comme dans le BIM, on vient de le voir, vous avez toujours une équipe avec des outils, avec des ordinateurs puissants qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion et du coup d'avoir une vision peut-être différente des possibilités qui vont vous permettre d'être plus flexible, correspondre mieux aux besoins de votre client et donc du coup de vous démarquer par rapport à votre expertise puisque vous allez répondre aux besoins du client. Voilà en gros ma vision de ce que peut être demain les conceptions dans le monde du bâtiment avec l'intelligence artificielle. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de generative design, c'est que grâce à des algorithmes, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous prenez les façons que l'on a de penser, de concevoir un bâtiment, c'est finalement un enchaînement de formules mathématiques et de contraintes que l'on peut mettre en formule. Pour faire simple, vous avez une réglementation qui vous dit si vous êtes plus ou moins de cette valeur-là, vous n'êtes pas conforme. Donc ça, c'est assez simplement, on peut mettre ça en équation. Eh bien, le monde du bâtiment, lorsqu'on met toutes ces équations les unes derrière les autres, peut nous permettre quand même de réduire les champs de conception. En mettant toutes ces formules les unes derrière les autres, on peut déjà, avec les besoins d'un client, les contraintes d'un terrain, les contraintes matérielles, si on met tout ça en algorithme, on peut, dès le début d'une phase de conception, arriver sur des possibilités immenses, de possibilités qui rentrent et qui correspondent aux résultats que vous attendez. Et donc du coup, grâce aux machines et à la puissance de calcul, on va pouvoir réduire le champ et réduire les erreurs. Et avoir une possibilité de conception, de construction démultipliée. Aujourd'hui, juste pour info, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais pour ceux qui connaissent Autodesk, qui est un des leaders dans le monde du logiciel numérique, dans le monde du cinéma, mais aussi dans le monde du bâtiment, parce qu'ils font Avatar, mais ils font aussi des logiciels de modélisation 3D. Aujourd'hui, ils viennent de racheter une société qui s'appelle, j'ai perdu son nom, qui fait de la conception générative de ce type-là. Vous allez sur Internet, vous allez en voir plein. Ils l'ont acheté 280 millions de dollars, je crois. Et donc du coup, ils ont acheté cette société-là parce qu'ils commencent à aller... Donc les outils de modélisation BIM, aujourd'hui, sont en train de proposer de plus en plus ce type, enfin pas aussi poussé, mais dans les outils de modélisation, aujourd'hui, vous avez des algorithmes qui vous permettent, par exemple, ils l'ont fait cette année-là, avec l'intelligence artificielle et quelques algorithmes, de voir si les distances par rapport au Covid étaient respectées. C'est-à-dire que vous allez modéliser votre bâtiment, vous allez mettre des tables, des chaises, et quand vous lancez l'algorithme, il va vous dire si les distances sont respectées ou non. Donc c'est un exemple simple,
mais aujourd'hui c'est Spacemaker, le nom de la société. Et donc du coup, Spacemaker c'est qu'un exemple de beaucoup d'autres sociétés qui commencent à se lancer sur le sujet, mais c'est exactement ça. On a un programme, généralement pour ceux qui connaissent le monde du bâtiment, le programme c'est aussi une contrainte. Le programme, une salle de réunion par exemple comme ici, avant de concevoir cette salle de réunion, il a fallu que le bureau d'études prenne en compte certaines contraintes en lien avec cette salle de réunion. Une surface minimum, une puissance d'éclairage, tout ça ce sont des contraintes qu'on peut aussi mettre dans l'algorithme. Et du coup, grâce à toutes ces contraintes-là, assez rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que maintenant, on est en capacité d'avoir déjà des idées de conception de bâtiments qui correspondent à toutes ces contraintes-là. Libre ensuite aux architectes, aux bureaux d'études, de laisser exprimer leur expérience, leur savoir-faire, les règles de l'art, pour adapter parmi toutes les bonnes solutions qui rentrent et qui cochent toutes les cases, choisir la solution qui va plaire à un maximum de personnes. Aujourd'hui, plutôt demain, aujourd'hui vous le comprenez, j'imagine que vous comprenez que trop bien aujourd'hui, il va falloir trouver son chemin dans la donnée, c'est-à-dire que la gestion de la donnée aujourd'hui va nous permettre de gérer nos projets. On va pouvoir piloter, grâce à la data, la conception et l'exploitation de nos bâtiments. Aujourd'hui, on parlait encore tout à l'heure d'objets connectés, c'est aussi une donnée qui remonte. Si on recoupe cette information-là avec une température extérieure, on peut automatiquement envisager des usages en lien avec ces données-là, à fermer des vannes, à ouvrir d'autres vannes, et à moduler et à adapter l'environnement dans lequel on travaille, on évolue, en fonction de toutes ces données-là. Et aujourd'hui, pour finir, un logo qui va plaire à ma collaboratrice, et aujourd'hui, pour finir avec ça, et puis pour parler un petit peu de ce que je fais au quotidien, justement pour rassurer, parce qu'en tant que tiers de confiance, en tant que bureau de contrôle, on essaye de trouver notre chemin là-dessus pour essayer de rendre confiance en la donnée, et au travers de certification de maquettes numériques, et au travers de développement d'outils tels que iCheck, on propose à nos clients de vérifier la réglementation directement dans leur modèle 3D, c'est-à-dire qu'un architecte aujourd'hui peut concevoir un bâtiment, et grâce au plugin qu'on lui propose, il va pouvoir checker automatiquement sa maquette pour voir si ça correspond à la réglementation en vigueur. Donc ça, c'est des choses qu'on pousse de plus en plus pour aider nos clients. Et la certification, évidemment, c'est pour attester à un maître d'ouvrage qui souhaiterait une maquette numérique pour faire de l'exploitation-maintenance, c'est de lui garantir que derrière la donnée dans la maquette est conforme par rapport aux données qu'il attendait. Et donc du coup, de certifier que le démarrage de l'exploitation du bâtiment va se faire dans les meilleures conditions, plutôt que de se dire que dans 5 ans, quand je vais ouvrir un plan, il va falloir que je refasse de l'inspection, que je perde du temps et que je missionne quelqu'un et que je vais payer. Et donc aujourd'hui, voilà, cette garantie qu'on apporte à nos clients, c'est quelque chose qu'on pousse de plus en plus. Encore une fois, je redis, ça peine encore à bien marcher. On n'en vit pas encore, hein. On vit de plein d'autres choses, mais pas de ça en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peine encore à se démocratiser parce que manque de maturité, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est vraiment là où on a un effort à faire, le monde de la construction a un effort à faire. Et tant qu'on n'aura pas de standardisation, aujourd'hui le gouvernement n'a rien imposé, tant qu'il n'y aura pas de standard, on en parlait aussi tout à l'heure, tant qu'il n'y aura pas de standard, finalement, on ne pourra pas standardiser des usages qui seront automatisés derrière. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions. Il y a un temps de questions ou... Un peu après, ok, ça marche. Bon, un peu après. Merci. Merci beaucoup.